Alors aujourd'hui, on va faire une petite vidéo sur le Venezuela et plus précisément sur une ville qui s'appelle Lecheria. Et pour ce faire, j'ai le plaisir d'avoir avec moi Antoine Capitan. Bonjour à tous, bonjour Julien. Merci d'avoir accepté l'interview. Ça devient presque un rendez-vous, là c'est la troisième. Je pense que tu m'aimes bien aussi, c'est pour ça. Il apporte énormément de valeur à la chaîne. Donc, toute la valeur de la chaîne. Quasi, ouais. Sans tes vidéos, je ne sais pas si la chaîne existera encore. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Donc du coup, j'ai eu le plaisir de visiter Lecheria au Venezuela il y a une semaine à peu près. On s'est dit qu'on allait faire une vidéo un petit peu retour d'expérience là-bas. Alors toi, tu as plus d'expérience que moi là-bas puisque tu as carrément investi, tu y as passé beaucoup plus de temps. Du coup, l'objet de cette vidéo, c'est un peu de vous partager qu'est-ce que c'est Lecheria au Venezuela, qu'est-ce qu'il y a à faire là-bas un petit peu, quelles sont les options d'investissement, la vie, à quoi ça ressemble, etc. Donc voilà, on va se faire une petite interview où on vous fait à la cool un retour d'expérience sur le Venezuela. Du coup, juste pour mettre un petit peu de contexte à cette vidéo, c'était un voyage qu'on a fait début novembre. Moi, j'y suis resté simplement 5 jours. Et donc, mon avis va refléter qu'une expérience de 5 jours. Antoine a beaucoup plus d'expérience là-bas, il y a passé quasi des mois. Aussi, ça va refléter une expérience uniquement sur la ville de Lecheria, ce qu'on va partager dans cette vidéo, sachant que le Venezuela est très grand. Donc, ça se limite juste à cette ville-là. Ça reflète uniquement mon opinion, bien sûr, et peut-être qu'on va avoir des opinions différentes sur certains points dans la vidéo. Est-ce qu'on peut parler un petit peu du contexte du voyage? Donc, vous y allez quasi tous les 2-3 mois là-bas. Charles, il va plus souvent que moi parce qu'il a beaucoup de bateaux. Donc Charles de Ripper, ouais, de la chaîne Esprit Argent. Donc moi j'ai acheté un appart là-bas avec Charles. Donc c'est la cinquième fois que j'y vais, à chaque fois sur Lecheria. Et voilà, donc je vais vous raconter mon expérience en même temps que celle de Jules. Ouais, et du coup, comme vous y alliez, Charles venait ici pour faire une interview. Donc normalement l'interview que vous avez vue avant cette vidéo, je me suis dit allez, il faut que je découvre aussi. Moi, ça faisait partie des pays que je voulais voir. Je voulais aller concrètement au Venezuela parce que en fait, on entend beaucoup de choses sur le Venezuela et j'ai déjà eu ce feeling avec la Biélorussie, avec des pays comme l'Ouzbékistan, le Kazakhstan, etc. C'est des pays qui sont un peu en dehors des sentiers battus, qui peuvent faire peur, on va dire, ou tout simplement où il n'y a pas énormément non plus d'infos. Et donc je voulais le vivre et donc sur un coup de tête, je suis parti avec les deux là en bonne compagnie. Donc je vais te laisser décrire un petit peu ce que c'est que cette ville de Lecheria, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant, pourquoi les gens y vont. Parce que je pense que la plupart des gens qui entendent parler du Venezuela, ils entendent parler de Caracas habituellement, peut-être Isla Margarita aussi, oui. Mais Lecheria est un poil moins connu, donc si tu peux me dire un peu ce que c'est pour présenter ça à l'audience. Ok, donc bon, les gens connaissent Caracas comme tu dis, le pays a bien changé depuis quelques années. Donc Lecheria c'est une ville côtière, mer des Caraïbes, c'est un côté station touristique on va dire. Normalement Maduro a dit l'an dernier qu'il allait lancer le plus grand programme touristique jamais lancé pour le Vénèze et ça serait sur la ville de Lecheria. Donc c'est une petite ville, ça fait à peu près 40-50 000 habitants. Voilà, on y est bien, hein. C'est une ville qui est un peu comme une Venise provençale. Pour ceux qui connaissent, ou la Venise classique. En fait, il y a une partie de la ville qui est dans des canaux, ce qu'on appelle des casa-bote. Casa-bote. Voilà, les casa-bote, des maisons bateaux. Et ça ressemble aussi un peu à la Floride aussi. Ouais, voilà. Ces maisons avec tout le monde à son ponton, avec son bateau devant. Et voilà, ça fait des petits canaux. Donc c'est très sympa, tu peux aller te balader de chez toi jusqu'au supermarché, aller dîner en ville juste avec ton bateau, puis tu reviens en bateau. Voilà, donc il y a trois îlots comme ça, Casa Bote A, B et C. C'est Villa, c'est là que les millionnaires du gouvernement achètent certaines les plus maisons. Gros corrompus, en gros, enfin tous les truands corrompus sont là-bas en gros. Grosso Exactement. modo. Voilà, donc c'est une ville. Il y a beaucoup de richesses. Ouais, donc c'est. Enfin, moi, ça fait 5e fois que j'y vais. Chaque fois, je reste une quinzaine de jours. C'est une ville très agréable à vivre, quoi. C'est quand même un pays qui a beaucoup souffert. On voit encore que c'est encore bien entamé quand même. Mais voilà, je joue au tennis, je peux faire du vélo, on fait des sorties en bateau, il y a des plages magnifiques, des îles magnifiques, voilà quoi. Donc c'est le lieu, moi je trouve très sympa pour vivre, quoi. Et juste pour que les gens comprennent bien comment se découpe un peu la ville, donc tu as ces casas bote, donc ces espèces de canaux, de villas avec des canaux. Après tu as un peu un espèce de centre-ville où là il y a une plage devant, qui sont pas très belles les plages, mais c'est un centre-ville avec une plage, avec des quartiers plus ou moins. Et là il y a des quartiers qui sont bien shady quand même. Bien sûr. Là on sent la pauvreté pour le coup. Mais il y a un énorme contraste parce qu'il y a aussi des restaurants plutôt haut de gamme en front de mer. Et puis après il y a ce qu'ils appellent El Morro. El Morro. Exactement, donc il y a une espèce de montagne, c'est ça? Ouais, une extension qui monte comme ça sur les qui est un petit peu à part de la ville. Et là aussi c'est le quartier riche. En gros c'est les deux quartiers riches de Lecheria, c'est El Morro et la Casa Bote. La Casa Bote. Donc voilà un petit peu le topo. Je pense que c'était bien de poser un peu le décor pour que les gens comprennent parce que sinon ils n'ont pas d'idée de quoi on parle. Est-ce qu'on peut parler un petit peu maintenant de la situation économique pour que également on pose aussi le contexte du pays? Ouais. Donc historiquement ça a été un pays extrêmement riche, le Venezuela, hein, années 50, 60, 70, c'était vraiment génial. Ça faisait partie des endroits où il y avait un des standards de vie les plus élevés de la planète, donc ça a été très haut.
Et puis après... Après, le socialisme est arrivé, donc avec Chavez et puis maintenant avec Maduro. Et en fait, le pays a été pillé par les élites, quoi. Socialo-communistes, et ils étaient trop dépendants en fait sur le pétrole, et le pétrole était haut, donc quand le pétrole était donc haut, en ça fait, marchait, les socialistes, c'est toujours pareil, ça fait des promesses. Et donc, quand on a de l'argent, les promesses, elles sont tenues. Et puis quand l'argent disparaît, il faut enlever les promesses. Et donc là, c'est plus possible parce qu'on se fait pas réélire. Donc on continue à faire de la dette, ce qui se passe en Europe. Et donc c'est ce qu'a fait le Vénèze. Donc quand le pétrole était à 120, il y avait plein d'aides et tout. Donc, mais les gens vivaient super bien, quoi. Ouais. Genre, le gouvernement payait même les gens pour qu'ils partent en vacances à l'extérieur du pays pour apprendre d'autres langues et tout. Enfin, c'était un pays fabuleux. Et après, le pétrole est tombé à 30 et Chavez a continué à envoyer du pognon, quoi. Du coup, inflation, hyperinflation, ça a été un des pays qui a connu dans l'époque moderne l'une des plus grosses inflations. Ouais, et ce qui se passe aussi, c'est qu'il y a tellement de corruption que beaucoup de militaires ont disparu du pays en emportant des milliards. Ils se retrouvaient ici à Panama et en Floride. Et ils sont venus planquer l'argent ici. Dans les années 2013, c'était le plein boom ici à Panama. Voilà, c'était l'argent du Vénèze. Ouais. C'était l'argent du Vénèze qui était blanchi ici, quoi, ou à Miami en Floride. Et donc voilà, donc le pays a été pillé et ils ont vraiment connu des bons de rationnement. Les gens faisaient la queue en des heures, comme en Union soviétique. Des couches ou du pain. Ouais, et puis quand t'arrivais, il y avait rien, quoi, parce que c'était déjà passé et tout ça. Donc c'est vraiment très très dur. Il y a des gens qui ont eu faim, il y a des gens qui sont morts. Il y avait des quartiers à Lecheria. On connaît un peu des policiers là-bas. Ils se baladaient pas dans certains quartiers parce qu'ils se faisaient tirer dessus, quoi. Alors qu'aujourd'hui, on peut y aller sans problème. Ouais, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont encore l'idée du Venezuela de 2017, 18, 19, où ça a été le chaos. Ça a été un des endroits les plus dangereux de la planète, en fait. Ouais, c'était super dangereux. Ouais. Tu sortais de Caracas, tu sortais de l'aéroport. T'étais braqué à la sortie de l'aéroport. Ouais, t'étais braqué à la sortie de l'aéroport. Et même les Vénézuéliens qui étaient à l'extérieur du pays, qui rentraient chez eux, avaient peur. Et moi, ça fait un an maintenant que j'y vais. La première fois, je suis allé avec un peu d'appréhension, quoi. Bon, finalement, non. Enfin, les plus dangereux, c'est toujours pareil, c'est toujours les flics et les militaires. C'est ça. Donc tu sais qui sont les méchants et voilà, donc tu fais ce qu'il faut pour pas être embêté, quoi. C'est ça. Mais du coup, il y a quand même ce truc un peu de corruption qui est embêtant, les policiers qui t'arrêtent très souvent. Donc quand tu te déplaces dans la ville, à Panama, c'est des sortes de péages. Ouais, tu fais une infraction, bon, tu t'en sors en donnant un petit billet de 10 ou de 20. Mais on t'arrête que si tu fais une infraction à Mais Panama. tu dois faire une infraction. Ouais. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que ce que t'as pas compris, parce que c'est la première fois que tu y es arrivé, quoi. En fait, les flics, ils cherchent une infraction. D'accord? Donc, si toi, t'es clean, t'as tes papiers, ta voiture est nickel, t'as les papiers, enfin, t'as ton permis de conduire et tout ça, ils vont avoir beaucoup de mal à te prendre du pognon. Par contre, ils vont chercher. Ça, c'est sûr. Ils vont te demander jusqu'au groupe sanguin de ta grand-mère. Enfin, voilà, tout à fait. Ils s'arrêteront jamais. Non, après, ils s'arrêtent. S'ils voient que t'es propre, ils se disent, comment ça se fait que ce mec, il a rien, quoi. Donc à ce moment-là, il commence à se dire, je vais peut-être pas l'embêter lui parce qu'il doit connaître du monde, parce qu'il est trop au carré. Voilà, en gros c'est ça. Mais c'est vrai que c'est choquant. C'est assez choquant parce que bon, j'ai vécu au Maroc où il y avait de la corruption, mais la corruption souvent n'atteignait pas le tourisme en fait ou les étrangers. Là, je suis resté 5 jours, je me suis fait arrêter quand même 3 ou 4 fois. Non, ce qui est marrant, donc et à chaque fois avec demande de corruption. Ouais, donc là, on est allé. Charles a aussi une maison dans les hauteurs, donc on est allé passer 2-3 jours. C'était super sa baraque. Ce qui était rigolo, c'est que il y a un contrôle de flics à la sortie de la ville. Et chaque fois, je dis à Charles, monte la vitre pour pas qu'on nous voit. Donc c'est nous qui nous cachons des flics pour pas être emmerdés, pour pas être contrôlés, quoi. Et ouais, donc ça c'est un problème. Donc c'est pas un problème de sécurité, c'est juste un truc qui est un peu chiant. C'est que, enfin, c'est vraiment chiant, je trouve. Moi, ça me ferait suer de vivre là-bas pour cette raison. C'est que tu sors le bateau, tu te fais arrêter. Tu sors en voiture, tu vas au restaurant, tu te fais arrêter. Enfin, c'est des péages. Non, le bateau, tu te fais pas arrêter quand tu sors. En fait, tu passes quand même par un contrôle. Ouais, parce que t'es au Casabote. Si tu vis par exemple sur El Morro, t'as pas ce contrôle-là. Ok. Voilà. Donc c'était spécifique à là où vivait Charles. Okay. Ouais, tout à fait. Ok. Bon, moi, ça fait 5 fois que j'y vais. Toi, t'es passé 5 jours là. Qu'est-ce que tu penses de la ville? Comment tu l'as vécu? Mon ressenti, il a été un peu mitigé et en fait, il a évolué au cours du séjour. Je dois t'avouer que quand je suis arrivé à l'aéroport, déjà, le côté les douanes, les types sont dans leur guitoune et ils nous regardent et on attend 25-30 minutes. Je comprends pas. Ensuite, tu passes pour ton passeport, il est ausculté dans tous les sens. Je pense que tous les passages de douane que j'ai pu faire dans ma vie, j'ai voyagé dans 60 pays. Ça prend entre 3 et 5 minutes un passage de douane. Là, ça a pris 20-25 minutes. Ouais, excuse-moi, je te coupe, mais t'as pas vécu le truc où le gars prend ton passeport et appelle quelqu'un au téléphone. Non, il m'a pas fait ça. Et te dit tout ce qu'il y a écrit dessus. Puis il y a un mec en haut, il dit ah ok c'est bon. Et donc il te rend le passeport. Ah, ça arrive ça aussi? 2 fois je l'ai eu. Ouais. Ok. Donc voilà. Quand je suis arrivé déjà, il y a le premier truc, la lourdeur administrative et limite, enfin. Je suis allé en Biélorussie plein de fois, qui est un pays aussi, tu vois, un peu spécial où
où tu es censé avoir ce type de process. J'ai pas eu ça. Donc là, c'est vraiment dans le maximum. Bon, ça m'a rappelé Cameroun, ça me rappelle Éthiopie, enfin des pays d'Afrique, quoi, vraiment. Donc ça, déjà, c'est le premier truc. Bon, après, ça change pas le jugement sur un pays, mais ça fait déjà un peu chier. T'arrives, déjà, c'est compliqué. Tu passes 1 heure à la douane pour pas grand-chose, sachant que j'étais le premier de la queue en attente, et ça m'a pris quand même 1 heure de passer juste la douane. Bon, après les contrôles de police. Après, on va au supermarché. Même pour payer, c'est compliqué. Ils sont 5 autour de la caisse. Il y a 5 personnes à la caisse et tu leur donnes le billet de 100 $. T'as l'impression que je sais pas. Enfin, déjà, je me dis le pays il est un peu compliqué. Après, c'est de l'anecdote, on va dire. Hein. Par rapport à nous, c'est pas fluide du tout. C'est pas fluide du tout. Bah, par rapport à Panama, oui, non, c'est pas confortable, clairement. Donc ça, c'est un peu la première impression que j'ai. Les histoires que j'entends de par les policiers qu'on a dans notre entourage, et même toi, l'expérience que tu avais pu avoir à un barrage où tu sentais qu'il allait te mettre de la cocaïne pour justement te trouver un problème, quoi. Ils te mettent un sachet de cocaïne. Donc là, je me dis, putain, on est dans un pays où ça peut être chaud. Enfin, faut faire vraiment, je pense que ça va être un des mots de cette vidéo, c'est qu'il faut être profil bas, profil super bas. Tu sors pas la patek, tu restes en casio tranquille, ou sans montre, c'est même mieux. Enfin, tu montres aucun signe de richesse parce que sinon ça peut vite être problématique. Après, j'arrive à l'hôtel. Écoute, le 5 étoiles local, donc ça s'appelle Eurobuilding, leur marque. Je pense que ça doit être une marque locale. Je pense pas que ça existe ailleurs dans le monde. Jamais vu ça. Pourtant, je suis un fin connaisseur de 5 étoiles et jamais vu. Donc ils ont un seul 5 étoiles. Sinon tout le reste, bon, c'est quand même des trucs communistes. Si vous regardez sur Booking, etc. Les hôtels, ça fait un peu peur. Très soviétique. Ouais, donc ça c'est le mieux et c'était correct, c'était très correct. Le seul problème c'est la clim. En fait, il faut comprendre un truc, c'est qu'ils payent pas l'électricité. Ou ça coûte rien. C'est pas qu'ils payent pas, mais ça coûte vraiment $1, quoi. Ça coûte rien. Et donc du coup, ils mettent les clims à 16 degrés partout et avec les fenêtres ouvertes, quoi. Ils en ont rien à foutre. Et moi, je déteste la clim. Je vis sans clim. Et du coup, comme tous les appartements autour de mon truc étaient avec clim, même sans ma clim, j'avais froid dans ma chambre et ça faisait de la condensation. Quand ils m'appelaient, je disais, je nage dans le bonheur. J'avais ça d'eau, j'avais 1 centimètre d'eau le matin. J'avais 2 fois par jour les femmes de ménage pour venir. Ouais, et après, t'avais quand même une belle vue sur... Non, j'avais une belle vue, on la mettra. Non, c'est pour ça que je veux pas trop critiquer non plus. Mais bon, putain, j'arrive, c'est très administratif, il y a beaucoup de corruption. Ma chambre, ça va pas parce qu'il y a l'eau dès que je me lève le matin. Il a vécu un enfer. Peut-être je suis trop sophistiqué pour aller dans ce genre de pays, c'est ça mon problème. Ouais. Il faut dire aussi les choses telles qu'elles sont et je pense que si j'étais allé il y a 10 ans, j'aurais vécu une autre expérience et je pense que les premiers jours m'auraient plus fait rigoler que maintenant. Je suis peut-être trop, j'en sais rien, sophistiqué pour ce genre de conneries. Et donc du coup, heureusement, oui, il y a la jolie vue, il y avait une petite plage qui sont pas très belles. Les plages, je les trouve pas incroyables, elles sont belles quand tu vas dans les îles, mais les plages dans la ville elle-même, bon. C'est pas folichon, la mer est pas vraiment très très bleue. Les infrastructures de l'hôtel très bien. Mais donc je suis en train de faire un pamphlet, mais au moins je raconte mon expérience. Donc au début, limite, j'ai presque regardé un billet d'avion s'il y avait un autre direct, mais comme il y a que 3 directs, Lecheria, Panama. Et sinon le lendemain, je me serais un peu barré parce que je me sentais moyen entre cette... Faut donner sa chance au produit, Julien. C'est vrai que j'ai pas donné assez la chance au produit. Et puis après, on est sorti, on a été au resto, on a mangé dans les bons restos, etc. On a fait le bateau le dimanche. Enfin, en fait, mon expérience, elle a remonté comme ça d'un coup sur la fin. Alors qu'au début, si on me demandait mon avis sur Lecheria les 2 premiers jours, nul, je me casse, vraiment. Là, j'en suis au point de me dire que pour refaire une petite sortie bateau, les petits restos qu'on a fait qui étaient sympas, je reviendrai sûrement un petit week-end comme ça. Je me vois pas y rester longtemps ou y vivre. Je pense pas que c'est du tout fait pour moi. Je pense pas. C'est pas pour moi. Mais d'ailleurs, on va dire un peu plus tard pour qui ça peut être d'aller vivre à Lecheria ou d'investir là-bas. Et voilà un peu mon expérience assez mitigée, mais qui se termine bien parce qu'on a eu du fun. Tu vois, c'était quand même sympa. On était entre copains, tout seul là-bas, sans le bateau. Jamais j'y retournerai de ma vie. Ça aurait fait partie des pays que voilà, je me sens mal, comme quand on est arrivé en Uruguay. Pareil, si j'avais pu repartir, on a été ensemble en Uruguay. Si le soir même j'avais pu reprendre un bateau, je me suis cassé, quoi. C'était Montevideo, c'était un enfer pour moi. Mais bon, ça on le savait que Montevideo c'était moche, quoi. Ouais. Mais donc là, je m'attendais à mieux. En fait, je pense que Charles, vous verrez dans l'interview, m'avait vendu le truc assez haut. Exact. Et je pense que je suis tombé d'un étage et c'est ce qui fait que mon jugement sur les premières 48 heures n'était pas aussi bon. T'avais quelque chose à ajouter? Moi, ça fait 5 fois que j'y vais. Maintenant, moi j'y vais, je joue au tennis, je fais mon footing le matin. Vous faites des petites sorties bateau. On fait des sorties bateau, les restos ça va, c'est correct. Est-ce que tu avais eu ce même jugement? Ouais, si tu veux, ça fait 5 fois que j'y vais, si tu veux. Cette fois, j'ai vraiment adoré.
l'endroit. Voilà. Alors que les autres fois, la première fois, deuxième fois, c'était un peu comme toi, un peu dur, un petit choc. C'est chaotique à un niveau en fait que un Européen qui nous regarde, qui a pas trop voyagé, il peut pas comprendre en fait. Non, et puis t'as des Français, on connaît des Français, tu les as pas vus parce qu'ils étaient pas là en ce moment, mais très sympa. Donc on fait des sorties. Ouais, vous avez votre petit groupe d'amis, etc. Ouais. Non, la vie est sympa, quoi. Ouais, non, ça peut être une vie douce, mais il faut arriver à temporiser avec le chaos, quoi, à vivre dans un pays où tout est un petit peu compliqué, quoi. Ouais, c'est compliqué, c'est pas fluide. Faut souvent mettre du backchiche pour que les choses avancent. Ouais, t'as du backchiche pour tout en fait. Tu veux une carte téléphonique, limite il faut faire du backchiche, sinon t'attends des heures, tout est compliqué. Enfin, en fait, pour les moindres choses de la vie, il faut mettre un peu d'huile. Tu rajoutes un $10, un $20 et le truc se débloque. Donc ça va super vite. Donc c'est pas trop gênant non plus, quoi. Mais t'as une friction en fait. T'as beaucoup de friction que tu n'as pas par exemple à Panama. Non. Et là, on voit une vraie différence entre Amérique centrale et Amérique latine en fait. Ouais, tout à fait. Ouais. Tout à fait. Et puis le pays est en chaos, c'est que de la corruption partout. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les fonctionnaires, ils gagnent, je crois qu'ils gagnent $50 par mois, je crois. $80 par mois. Donc tu vis pas avec $80 par mois. Donc ils sont obligés de. Donc en fait, ils veulent conserver leur travail parce que ça leur permet d'avoir du backchiche chaque fois qu'on leur demande un papier administratif, quoi. Et donc c'est un papier, tu leur files $10, $20, et c'est comme ça qu'ils font leur vie, quoi. Ils font 2-3 boulots ou des choses comme ça. Donc ça marche comme ça, quoi. En fait, tout est aussi un peu fait pour ça. Il m'expliquait avec les bateaux Douglas. Il me disait en fait, ils demandent tellement de papiers pour faire une sortie bateau qu'à la fin, et en plus ils ont une expiration au bout de 6 mois, qu'à la fin les gens finissent par plus les faire et accepter de payer de la corruption, et c'est tout. Enfin, c'est plus simple de payer de la corruption que d'être dans les règles sur certains trucs. Ouais. Exactement. Tout se débloque avec de l'argent. Je t'ai coupé tout à l'heure, tu allais parler de la vie nocturne. Ouais, t'as des boîtes, t'as des bars, t'as des restos, t'as des pizzerias sympas avec des gens qui font des karaokés et tout. Enfin, t'as des restaurants même. Les Vénézuéliens, c'est des gens adorables, quoi, si tu veux. Donc c'est juste le pays qui a été défoncé. Mais même je les trouve plus sympas que les Panaméens, pour le coup. Oui, beaucoup plus. En fait, les Panaméens, c'est pas qu'ils sont pas gentils, mais c'est qu'ils sont inémotifs. Je sais pas si ça se dit, ils ont pas trop d'émotion en fait. Ils sont beaucoup plus froids, ouais. Ouais, ils vibrent pas, tu vois. Alors que les Vénézuéliens, enfin, tu sens beaucoup plus l'Amérique latine. Ouais, tout à fait. C'est beaucoup plus latin, on va dire. Ouais. Et au niveau des restaurants, justement, tu mentionnais, j'ai été impressionné en fait parce que quand on regarde sur TripAdvisor, sur Google Images, etc., les restaurants de Lecheria, enfin les mecs ils sont au niveau en dessous du niveau de la mer en termes de marketing, en termes de photos. En fait, il y a des très bons restaurants là-bas. Enfin, je trouve que le niveau est très correct. C'est vivable. C'est pas boui-boui. C'est pas, on n'est pas en. Non, t'as de tout évidemment. On a mangé dans des bons restos. Toi, t'es super difficile. On a mangé de la bonne viande. Le dessert au chocolat était absolument atomique. Enfin, les vins étaient bien aussi. Je pensais que le pays serait moins cher en fait. Et c'est pas si bon marché que ça comme on a pu le vivre en Argentine, toi et moi. Enfin, le resto, on s'en sortait pour $30 à peu près, quoi. Et c'était pas non plus. Et c'était pas le plus haut de gamme. Alors que le plus haut de gamme en Argentine, avec serveur en gants blancs, piano, c'était $25 par personne. Ouais, et puis il y avait de l'alcool, quoi, parce que. Et donc là, il y avait même pas d'alcool, si tu veux. Donc la vie est quand même pas si peu cher que ça, on va dire. Bah, ça dépendait des restaurants, mais c'était quasi les prix de Panama. Donc, alors que c'est un pays qui est effondré. Et alors qu'il est effondré, c'est-à-dire que par rapport à l'état général du pays, les prix devraient être beaucoup plus bas. Et ça l'était il y a quelques années encore, mais ça l'est plus. Ouais, et puis si on fait une comparaison, là tu me dis un policier il gagne $80, ici un policier doit gagner peut-être $600-700, tu vois, par mois, et les prix sont les mêmes. Donc ça c'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre. Et même on pourrait faire un parallèle entre l'Argentine qu'on a visité ensemble et le Venezuela. En fait, c'est deux pays qui ont connu un problème assez similaire d'inflation et même d'hyperinflation. Par contre, comme on vient de le dire, le coût de la vie est vraiment 3 fois moins cher en Argentine par rapport au Venezuela, 3-4 fois moins cher, je pense. Donc ça, c'était le truc qui m'a étonné. Et l'autre truc qui m'a étonné, c'est les infrastructures, les rues. Si on compare deux pays qui se sont effondrés avec leur monnaie, je trouve que l'Argentine est beaucoup plus grandiose de ce que j'ai vu de Lecheria en comparaison. Les infrastructures ont été mieux entretenues, j'ai l'impression, en Argentine. Ce qui se passe aussi, c'est que tu as vu Lecheria, qui est une ville de 40-50 000 habitants, et tu compares à Buenos Aires, qui est la capitale. Donc c'est pas comparable. Caracas, c'est défoncé complet. Mais tu as des quartiers super propres. Ouais, Las Mercedes. Mais c'est pareil, j'ai regardé quand même pas mal de vlogs. Non, c'est pas Buenos Aires. Mais Buenos Aires, c'est à part. C'est pas latino, Buenos Aires, c'est européen. Donc c'est même plus européen que l'Europe maintenant. Ouais, c'est assez incroyable. Du coup, on en profitait aussi pour faire une petite parenthèse sur la monnaie. Qu'est-ce qu'on utilise au quotidien? Donc, je pense que si on lit sur Internet, la monnaie qui a cours officiel, c'est le bolivar, mais la réalité du terrain est tout autre. Ouais, les gens, ils veulent plus utiliser du bolivar, ils utilisent du dollar. Donc, depuis un an maintenant, le dollar a été
légalisé, on va dire. Ok. Donc, c'est officiel ou c'est juste... Non, c'est officiel, c'est Ok. officiel. Tu peux payer en dollars, etc. Et en fait, tu payes en dollars et on te rembourse, enfin, on te rend la monnaie souvent en bolivars. J'en ai pas vu, moi, des bolivars. Je sais même pas à quoi ressemble un Bah, t'as billet. pas payé souvent non plus, Julien. Ça, c'est faux. C'est faux. C'est une blague qu'on a ensemble. Non, pas du tout. C'est une réalité bien cuisante. Bon, passons. Ce que je veux dire, c'est que, Enfoiré. ce que je veux dire, en fait, oui, ce qui se passe aussi, si tu veux, j'avais fait une vidéo l'an dernier, je crois, où j'avais marqué mon premier million en montrant un billet de Bolivar de 1 million, quoi, si tu veux. Donc, au 1er janvier de cette année 2023, il a enlevé 6 zéros. Donc, 1 million, ça correspondait à $1, quoi. $1, un Bolivar. Et là, on est au mois de novembre, je crois qu'on est déjà à 1 dollar égale 35 bolivars. Donc ça s'effondre très vite. Donc les gens conservent du bolivar pour aller acheter leurs courses au quotidien. Et tout le reste est stocké en dollars, bien évidemment. Et même quand tu vas au supermarché, les prix, alors c'est ça, c'était le truc qui était un peu marquant, c'était que les prix, c'était marqué 35 par exemple, bref, mais c'était pas marqué dollars. Ouais. C'est bizarre. Et dans tous les restaurants et tout ça, tous les prix sont en dollars, mais c'est pas marqué dollars en fait. Ouais, parce que bon, il y a quand même une guerre entre les États-Unis et le Venezuela. Donc du coup, bon, ils le disent pas officiellement, mais dans les faits, c'est comme ça. Et le problème de ce pays, c'est qu'il n'a pas de banque, en gros. En fait, les seules banques qui existent, c'est des banques de l'État, quoi. Et Les gens donc, tu doivent peux pas avoir envoyer de l'argent. aucune confiance dedans. Il y a un énorme contrôle d'échange. Enfin, il y a beaucoup. Ouais, non, tu peux pas. Donc, il faut être introduit auprès du gouvernement pour pouvoir rentrer et sortir des devises de ce pays, quoi. Okay. Mais donc, du coup, quand on y va, nous, par exemple, on y va avec du cash, quoi. Dollars. Du cash. Dollars et cartes. Alors, vous m'aviez conseillé d'emmener que du cash, mais finalement, j'ai payé pas mal en cartes et ça fonctionne très bien. La carte bancaire fonctionne, ouais. Ça dépend des endroits. En fait, il y a des endroits, ils te chargent en bolivars, mais en fait, tu es chargé en dollars à la fin, ça fait la conversion. Et j'ai pris aucun spread en fait. C'était vraiment les prix indiqués, donc ça c'était bien. Même si le prix sur la carte c'était en dollars, mais ensuite sur le terminal, en fait, ils te mettent des bolivars et ça arrive bien au prix dollars de la carte. Donc ça c'était intéressant. Et dans les hôtels, donc je pense que ça doit être des trucs touristiques, t'es chargé directement en dollars. Ouais. Oui, non, mais il y a du développement quand même. Je veux dire. Wow. Quand même du développement. C'est censé être le fleuron de l'industrie hôtelière. Enfin, moi, je peux te dire que quand j'étais dans les 1 c'est- cm d'eau, j'avais pas Non, l'impression Isla d'être dans le fleuron. Margarita, Isla Margarita, la prochaine fois je vais la visiter parce que tout le monde dit que c'est superbe. On va se le faire, ouais. On va se le faire. Ah, tu y retournes? Peut-être, une fois au chalet. Si t'invites. Bah, Il n'y aura pas de vidéo Isla Margarita. Il n'y aura pas de vidéo Isla Margarita. Une dernière chose par rapport au dollar aussi. Donc, il y a des gens là-bas sur place. Il y a beaucoup il faut se débrouiller dans ce genre de pays. Donc, en gros, t'envoies de la crypto-monnaie. Ouais. Et le gars sur place te donne des dollars et il prend 3% de commission. C'est ce qu'ils appellent la remessas. Ok. Voilà. Et Charlie justement m'expliquait aussi que ça lui a été très utile le BTC et le BUSD, qui BUSD, est très utilisé. Binance, ils utilisent aussi Zelle, je crois, un truc Zelle. américain. Ouais. Ouais. Donc voilà, il y a plein de choses alternatives qui se sont mises en place pour justement Pallier. à leur monnaie qui s'effondre en continu. Et vu qu'on parlait d'argent, de monnaie, ça serait bien qu'on fasse un point aussi sur le coût de la vie localement. À quel montant t'estimerais à peu près la vie d'un célibataire qui voudrait vivre à Lecheria, par exemple? En fait, tout ce qui est essence, c'est 50 centimes le litre. L'électricité, tu la payes pas. Donné, ouais, c'est pas cher du tout. Tu peux payer 6 mois après, si tu veux, ton électricité. Et tu la payeras encore moins cher puisque il y aura l'inflation. Ouais, donc tu as des coûts fixes qui sont vraiment très légers. Les apparts, t'as des idées de loyer ou pas? Ouais, ça dépend des endroits où tu vas, mais ça peut être du 1000 dollars quand même sur les beaux endroits, 1500 dollars sur les beaux endroits. Ça peut être résidence sécurisée, etc. C'est ça? Ouais, résidence Là, t'as sécurisée. quand même du haut de gamme pour 1500. Ouais, vue mer. Vue mer, presque plage privée. Ouais, etc. c'est ça, c'est les trucs que j'ai visités pour acheter, quoi. Et après, dans d'autres endroits, je pense que tu t'en tires pour 300, 400 dollars, tu peux t'en tirer, quoi. Voilà. Donc, c'est pas très cher, mais bon, après, j'ai pas trop. Mais en fait, même dans le haut du spectre, ça serait pas très cher non plus. Non, voilà. Pas du tout. Ok. Non, tu dépasses pas 1500 dollars de loyer, quoi, ça c'est sûr. Ouais, donc quelqu'un avec 1000 dollars qui serait, qui accepterait d'avoir un loyer dans les 300-400 dollars, il arriverait à bien vivre. Ouais, et puis bon, Lecheria, c'est un peu cher, on va dire, entre guillemets. Ouais. Et juste à côté, tu as ce qu'on appelle Puerto La Cruz. C'est beaucoup plus populaire, c'est moins cher. Mais si tu prends des apparts qui sont un peu à la frontière entre les deux, donc il suffit que tu sois à Puerto La Cruz, le prix est divisé par deux, quoi, par Ouais, rapport tu à m'as dit que tu avais un ami qui avait ça, c'est ça? Ouais, c'est ça. Qui est juste à la frontière entre les deux villes. Il cherchait à acheter, à louer comme ça. La bouffe est pas chère, dans les supermarchés, c'est pas cher. Je trouve pas la bouffe chère. Elle est plutôt de qualité.
Il n'y a pas le choix qu'on a sur Panama, par exemple. Mais ça va, tu trouves du bon jambon. Moi, j'ai trouvé quand même que c'était bien achalandé. Tu trouves du fromage, t'as du vin, tu trouves du vin, enfin ça va, enfin tu survis quoi. Personnellement, j'étais impressionné parce que les images qu'on a tous du Venezuela, c'est des rayons vides. Et quand on est arrivé au Mas por Menos, là, c'est le supermarché un peu local. Le truc, bon, c'était plein et c'était un gros supermarché, un Auchan français, quoi. Enfin, c'était ouais, ça fait peut-être longtemps que je suis pas allé chez Auchan, c'est ça, c'est ce que tu es en train de te dire. Non, enfin, ça m'a paru être un grand supermarché avec beaucoup de produits. Même, tu vois, il y avait un rayon sport. Ici, t'as pas de rayon sport dans un supermarché. Tu vois, il y avait des trucs Wilson, il y avait des raquettes, des trucs. Non, je trouvais que c'était vachement bien achalandé. Ouais, non, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas le tiers monde. Non, pour ce côté-là, non. Ouais, c'est pas Dubaï non plus. Non, clairement pas, clairement pas. Mais voilà, tu trouves de la bouffe, de la bonne bouffe, à des prix très raisonnables. Mais ouais, globalement, on mange bien au Venezuela. C'est pas du tout un souci comme ça pourrait l'être dans certains pays d'Amérique latine où il y aurait rien au choix. Là, en fait, quelqu'un qui viendrait avec des mœurs européennes s'y retrouverait, quoi. Il aurait son petit confort de vie et trouverait ses produits, etc. Le point suivant que je voulais mentionner, c'est un peu le climat. Toi, tu as été vraiment à différentes périodes. Si tu peux nous toucher 2 mots là-dessus. En fait, par rapport à Panama, on a à peu près 6-7 mois de pluie. Là-bas, il y a à peu près 2 mois de pluie. Donc le reste du temps, il fait chaud. Donc, mais c'est un climat assez similaire en termes de température, tropical. Oh non, il fait chaud, il fait chaud. Tropical, genre 28 degrés, 29 degrés toute l'année. Tout à fait. Sauf que tu n'as que 2 mois de pluie, qui sont les mois de mai et juin. Là, sur novembre, il a plu un petit peu, mais c'était vraiment ridicule par rapport à ce qui pleut sur Panama. Donc agréable top, de ce côté-là. Top. Short, t-shirt toute l'année, quoi. Toute l'année. Bon, du coup, il y a du soleil. Est-ce qu'il y a des nanas? Oui. Ok. Tu n'en as pas vu, Julien, pendant ton séjour? Bah écoute, Charles m'avait quand même vendu quelque chose de très très haut niveau, les Vénézuéliennes, et de toute façon sans me le vendre, je le sais parce que les belles femmes ici à Panama, c'est les Colombiennes et les Vénézuéliennes. Donc historiquement, on sait que le Venezuela a dans les plus belles femmes de la planète. Ils ont gagné plein de fois Miss Monde. La réalité par contre de Lecheria, attention, Caracas est sûrement différent. Le premier sentiment que j'ai, c'est que les belles Vénézuéliennes, elles sont à Miami en fait. Elles sont à Panama ou à Miami, elles sont pas dans le pays. Donc Charles qui critiquait les femmes qui sont énorme ici, comme il faisait avec ses grands mouvements. Et c'est vrai, hein, la réalité, c'est qu'elles sont vraiment obèses, les femmes à Panama. Elles sont aussi obèses au Venezuela. Enfin, j'ai trouvé autant d'obésité, j'ai trouvé à peu près les mêmes profils. Je me suis pas fracturé la rétine. Enfin, quand tu vas en Biélorussie, par exemple, tu marches une demi-heure dans la rue, tu vois 3, 4, 5 femmes où tu te dis c'est la plus belle femme que j'ai vue de ma vie. Non, t'as pas du tout ça au Venezuela. Ça n'existe pas. Enfin, peut-être à Caracas, mais en tout cas, à Lecheria. C'est un peu tronqué parce qu'on n'est pas dans la capitale. Et donc, Biélorussie, quand tu as vu ça, c'était la capitale, je présume. Minsk, ouais. Voilà. Après, elles sont très sympas, très chaleureuses. Très sympas, très chaleureuses. Plutôt intelligentes, franchement. Ouais, elles ont une bonne éducation. Ouais. Faut voir aussi que sur un pays de 40 millions d'habitants, il y a, je crois, 8 millions qui sont partis. Et donc, sûrement la crème. Donc les belles filles sont parties, évidemment, les cerveaux sont partis, les gens qui pouvaient partir sont partis, quoi. Donc c'était beaucoup plus mieux fourni, on va dire, plus achalandé en jolie femme que ce n'allait aujourd'hui. Mais encore une fois, tu étais à Lecheria, tu n'étais pas à Caracas. Ouais, donc encore une fois, comme je l'ai dit en début d'interview, ça reflète que mon opinion et ça reflète mon opinion sur Lecheria et pas sur l'ensemble du Venezuela. Je me demandais ce que ça vaut comme interview, en fait, finalement. Non, mais du coup, pas impressionné. Franchement, on a dû voir 1 ou 2 filles où j'ai trouvé un peu jolies, tu vois, mais même pas à tomber par terre. Ouais, et puis on n'était pas allé là-bas aussi. Et puis on n'a pas été dans cet objectif. Non. Sinon on serait allé à Caracas. Ouais, c'est vrai. Mais après, toi, en tant que célibataire, quelle est ton expérience? Est-ce que tu penses que c'est mieux de dater au Venezuela ou ici à Panama? Bon, comment dirais-je La question à $1 million. C'est à peu près équivalent. Ça reste latina, la vibe. Ouais, latina. Et puis, tout à l'heure, tu parlais des filles biélorusses. Après, ça correspond à un type de femme qui n'est pas du tout le type de femme latina, qui est beaucoup plus mamacita, chaleureuse, qui a beaucoup plus de forme, plutôt que les filles de l'Est qui sont beaucoup plus froides, beaucoup plus blanches, etc., quoi. Donc après, c'est chacun comment il aime son style. Son style de femme, aussi, quoi. Ouais. Pour les contacts que j'ai eus sur Venezuela, j'ai trouvé des femmes intelligentes. Et puis c'est des gens qui ont souffert, si tu veux. C'est des gens qui ont connu l'adversité, qui connaissent la valeur des choses, quoi. Voilà, en gros, c'est ça. C'est pas des écervelés de TikTok
TikTok ou d'Instagram, quoi. Il y en a, hein, parce qu'on arrive sur le sûr. bateau, on les a eu une fois, pas deux, quoi. Mais voilà, donc c'est des vrais humains, quoi. Voilà, c'est des gens humains, et c'est des belles valeurs. Et tu penses que pour les icebreakers, pour casser un peu la glace, tu penses que c'est pareil entre les deux pays où elles rigolent peut-être un petit peu plus au Venezuela, c'est peut-être plus du mis à mort et tout. Ouais, je trouve qu'elles sont plus chaleureuses que les panaméennes. Après, c'est un niveau d'alcool aussi oui, il faut poser dans le verre. À quel moment de la soirée Tonio était en train de draguer? Ça, il faut mettre ça aussi en contexte. Non, mais c'est ça. Non, mais c'est des latinas, quoi. Ça reste des latinas, Okay. donc c'est très sympa. Franchement, un célibataire qui va là-bas, Il peut pas rester célibataire. et il reste pas célibataire. C'est comme ici, non mais en vrai, souvent on décrit un petit peu qu'il y a Après, beaucoup de filles qui sont pas très belles ici, etc. Mais en vrai, il y en a quand même une partie qui sont très belles. Et surtout, ce qui est assez drôle pour quelqu'un qui viendrait d'Europe, où le fait d'avoir une copine, enfin c'est un peu un challenge. Enfin, j'exagère, mais c'est quand même plus compliqué que quand on vient dans des pays comme en Amérique latine où vous êtes une rareté puisque vous êtes européen, vous êtes exotique et forcément, enfin, rester célibataire, c'est limite difficile. Tout à fait. Une belle destination pour les célibataires. Donc du coup, tu recommanderais pour un célibataire, mais si on doit un peu plus généraliser, pour toi, quels seraient les profils qui pourraient vivre là-bas? À qui on recommanderait le Venezuela et en particulier l'Etcheria? Bon, les célibataires, ça va être super sympa pour eux, quoi, évidemment. Après, un couple aussi, ça va être super sympa. La vie est douce, le climat est fantastique, les prix sont pas trop chers. T'as plein de plages, t'as plein d'activités. Enfin, toi, t'étais parti le week-end, je crois, mais le week-end, les gens ils sortent le vélo, ils vont faire du vélo, quoi. Genre comme à Panama City, comme on va à Amador, quoi. Donc, c'est une belle ville pour, je pense, tous les gens. Après, si t'as des enfants et tout ça, je pourrais pas te dire parce que j'ai pas étudié le système éducatif ou quoi que ce soit. L'Etcheria serait pas la bonne option. Caracas, c'est peut-être encore un peu dangereux. Enfin, c'est pas là où tu veux vivre en famille. Je pense qu'il faut Après, quand même. t'as des expats qui sont là-bas avec leurs enfants aussi, mais je pense que c'est plutôt typé pour des célibataires ou des retraités. Voilà. Moi, j'avais noté Des entrepreneurs. retraité un peu aventurier. Enfin, quand même un minimum de côté aventurier. Je dirais que d'acceptation du chaos. Ouais, c'est pas pour une première expatriation parce que déjà quand les Européens ils sortent d'Europe, déjà c'est un choc pour eux, tout ce qui est un peu Amérique latine ou Asie, des choses comme ça. Mais alors là, c'est encore plus difficile. Donc soit t'es aguerri et t'es costaud, donc tu peux le faire, mais sinon, vaut mieux passer par un. Ouais, parce que t'as des retraités, ils vont au Maroc, à Marrakech ou en Thaïlande, à Bangkok, et ils trouvent déjà que c'est trop chaotique. Bon, là, dites-vous que c'est sous stéroïdes, c'est un niveau au-dessus. J'avais noté donc retraité aventurier ou alors jeune aventurier, tu vois, ce que j'ai pu être il y a 10 ans, et qui a faim et qui a peur de rien, parce qu'il y a du business à faire en fait. C'est ce qu'on n'a pas mentionné encore, c'est que en fait, comme tout est un peu bloqué, celui qui serait doué en import-export, etc., il y a des fortunes à faire en fait. Ouais, le problème c'est que tu seras vite repéré et qu'après il va y avoir du backshish de partout. Ouais, non, tu peux être très doué, etc. si tu veux, mais par contre, si t'as pas les contacts, tu oublies. Ouais, il y a rien qui bouge. Et même si tu as les contacts, regarde tous ceux qui ont lancé des fermes de Bitcoin, de minage, c'est ça? Ça se termine toujours mal, même si c'était ultra profitable parce qu'il y avait justement cet arbitrage sur l'électricité qui coûte rien, etc. Ça se termine mal. Ça se termine mal parce que tout le monde, quand tu as un business qui devient trop gros, tout le monde veut sa part jusqu'au point où ça devient plus rentable. Donc voilà, il faudrait avoir très faim, être très fort et avoir des très bons contacts. Et potentiellement, ça peut être marrant pour un jeune aventurier ou alors quelqu'un qui ferait du business en ligne et qui parle à personne, qui reste dans son petit appart et qui voudrait vivre low cost et qui aime plutôt l'Amérique latine au lieu d'aller en Asie. Ouais, ça peut être une solution bien low cost et une petite ville côtière sympa à vivre. Complètement, d'accord avec toi. Justement, pour ceux qui voudraient s'expatrier, je sais que toi, tu as obtenu plusieurs visas, d'ailleurs, tu n'en as pas qu'un là-bas. Si tu peux nous parler rapidement dans les grandes lignes de comment on peut aller vivre là-bas et rester sur le long terme. Bon, j'ai pas vraiment étudié parce que moi, je suis plutôt allé sur des petites courtes périodes, si tu veux. Mais souvent, on peut rester 3 mois, nous, Européens, dans n'importe quel pays. Donc après, tu sors une journée et tu reviens. Donc c'est ce que j'avais fait au Costa Rica quand j'avais vécu là-bas. Donc tu peux faire comme ça pendant très longtemps. Après, tu peux obtenir... Mais t'as pas de statut légal là, quand tu fais ça. Là, t'es en tourisme. Mais si tu veux avoir un statut stable et long terme. Alors, tu peux avoir des visas. Donc, tu peux avoir un visa rentiste. Donc retraité. Rentier. Rentier, voilà, visa rentier. Tu peux avoir un visa business, c'est ce qu'on a fait ici. Et donc, en fait, les visas, ils sont donnés un peu assez facilement. Enfin, en tout cas, Panama, c'était super facile. Je connais des gens qui étaient en France, ils l'ont eu aussi facilement. Donc, tu vas à l'ambassade, c'est comme ça que... Ouais, tu vas à l'ambassade du Venezuela à Paris, au consulat à Marseille, enfin à Marseille. N'importe où. Et tu fais ta demande de visa et ici à Panama, en une semaine, on l'a eu, quoi. Donc c'est hyper facile. T'avais beaucoup de choses à montrer ou pas? Non, franchement, t'as juste à prouver que t'as des revenus, comme toujours, parce qu'ils veulent pas que des indigents viennent, ils les ont déjà sur place, tu vois, ils en ont pas besoin d'autres. Un extrait de casier judiciaire, enfin un truc classique, quoi. Il fallait que tu prouves combien de revenus pour le rentista, t'as une idée ou pas? Je crois que c'était 1500 €.
par mois Par mois. de revenus. Ouais, Donc, 12 000 à l'année. 12 000 à l'année. 12 000 à l'année. Donc, Ouais. il te demande tes relevés bancaires. Et de toute façon, si tu as plus de. Enfin, si t'as Ouais, plusieurs non, dizaines ou centaines de milliers de ce qu'ils dollars. aiment, c'est que tu as un revenu régulier. Voilà. Ok. Voilà, que tous les mois, que tu Ah, reçois ok. de Donc, l'argent. ça serait mieux d'avoir des statements avec plusieurs revenus plutôt que d'avoir un seul compte avec. Non, si tu es salarié, par exemple, Ah, ok. ou tu es retraité, l'État, il te verse ta retraite tous les mois, donc c'est parfait ça. Pour le rentista. Voilà. Ok. Et investisseur, qu'est-ce qu'il fallait prouver? Alors, l'investisseur, tu l'auras pas. Ok. Tu as le négocio, c'est business. Ok. L'investisseur, il le donne qu'à Caracas. Ok. Donc là, il faut aller à Il faut aller à Caracas. Caracas, donc tu oublies tout. Donc tu peux faire le visa business, et donc le visa business te permet d'acheter des apparts justement Ok. à Caracas, au Au Venezuela. Venezuela. Ok. Voilà. Ah, donc c'est intéressant. Donc- Celui qui voudrait acheter, il faut. Il faut le négocio. Mais oui, mais ça, je te parle aujourd'hui en novembre 2023. C'était pas comme ça il y a 3 mois. C'était et pas ça comme sera ça. peut-être pas comme ça. C'était pas comme ça au début de l'année. Ok. Il fallait le rentista au début de l'année. Ça c'est le problème niveau loi et tout, ça a l'air de changer beaucoup très facilement. En du jour au fait, ce qui lendemain. se passe, c'est qu'ils ont eu un afflux d'étrangers qui voulaient acheter, et du coup, ils ont réagi. Donc le rentista, ça leur a pas suffi. Donc du coup, ils ont mis le négocio. Mais c'est possible que demain, ils te rajoutent le rentista, et tu peux le faire avec le rentista. Ok, donc celui qui voudrait acheter un bien, qui aurait l'idée de vivre plus d'acheter un bien, le premier rentista, celui-là il fonctionne pas. Ça serait que le retraité locataire. Ouais. Celui qui veut acheter un bien, au moment où on fait cette vidéo, il doit avoir le négocio. Quels sont les prérequis pour celui-là? Pareil. Juste de prouver que Que tu t'as de l'argent. as un peu d'argent. Ouais. Ok. Et tu dis que tu veux faire du business, Et tu voudrais faire de acheter un truc, l'import-export, tu voudrais acheter des apparts. Mais il te pose pas énormément de questions. Enfin, non, ok. T'as rien à prouver du Et tout. celui-ci aussi s'obtient depuis Panama ou son pays Bah, les d'origine? deux, je les ai eu à Panama, moi. Quel est le coût de ces visas? Bon, je sais pas, moi, $50, enfin, je m'en rappelle même plus. Ok, Quoi. ok. Ouais. Et donc, même pas besoin d'avocat, ça c'est très Ah facile non, d'obtenir. non, Ouais, ok. tu vas à l'ambassade, tu dis voilà. Ok, intéressant, très intéressant. Après, ce qui se passe, c'est par exemple, moi, si je veux acheter un appart avec négocio, je peux le revendre avec mon négocio. Mais Charles, ses bateaux, il peut pas. Parce que ça dépend pas de l'immigration, ça dépend de la capitainerie. Et donc, lui, il peut acheter ses bateaux avec un négocio, mais pour le vendre, il faut la cédula. Ok, donc la cédula, c'est le niveau après. Donc Ouais, et là, celui- pour l'instant, c'est des visas. Donc c'est des visas de combien de temps d'ailleurs? Un an. Un an, qu'il faut renouveler chaque année. Ouais, tout à fait. Ok, pourvu que les règles ne changent pas. Et après combien de temps tu as la cédula? Donc ce qu'on appelle une cédula, c'est une carte d'identité tout simplement. Ouais, donc tu as une cédula étranger, comme on a à Panama en fait. Ouais. Donc ça, c'est un peu compliqué à voir. C'est facile à remplir. Tu vas sur ce qu'ils appellent le SAIME. C'est en ligne, tu t'enregistres, tu mets la couleur de tes yeux, ton poids, etc., etc. Et tu as un rendez-vous. Et donc c'était rigolo parce qu'on a fait ça un mois et demi à l'avance à peu près. Donc on avait le rendez-vous pour le vendredi à 13h. Et le pote qui est au Venise, il nous dit vendredi 13h? Vendredi 13h? Ça m'étonne quand même qu'ils soient ouverts vendredi à 13h. On est arrivé vendredi à 12h55, il a dit non, le système informatique est tombé, revenez lundi. Voilà, donc ça marche comme ça, donc faut être aguerri et patient. Voilà, donc tu vas, tu présentes, tu prends une empreinte digitale, etc., etc. Et tu attends. Mais est-ce Non. qu'il y a un temps de résidence avant de pouvoir accéder à cette non, cédula? pas du tout. Non, Non, c'est non. juste de faire une démarche qui va être Il te compliquée. faut une adresse physique, Une adresse physique. un téléphone. Et du coup, et un petit peu de corruption parce que sinon ça passera pas. Bah, en fait, tu prends juste le rendez-vous officiel. sur j'ai le lancé la procédure de la cédula. site. Ok, Donc, ils disent dans 15 jours, vous l'avez. Donc, bonne chance. j'ai un copain qui l'a faite il y a 2 mois et demi et il lui a dit dans 15 jours vous l'avez et donc il l'a pas. Et donc ce qu'on nous a dit c'est qu'il faut envoyer un peu de pognon pour que ton dossier il monte en haut de la pile. Donc pour l'instant je laisse pisser pour voir comment ça va durer, pour essayer de voir combien ça coûte le bakshish. La cédula c'est pratique parce que c'est comme ici à Panama, je veux dire, tu peux rentrer, sortir du pays, t'as plus aucun problème. Tu te balades dans la rue, tu as déjà un titre légal, donc c'est quand même une sécurité on va dire. Ouais, surtout quand tu te projettes dans le pays. Mais globalement, ça reste quand même bien compliqué. De ton Ouais. expérience, quoi. En C'est- fait, je suis en train d'expérimenter la démarche, quoi. Ouais, Voilà. ok. Donc, j'essuie un peu les plâtres. On fera une vidéo update Ouais. plus tard. Justement, je voulais aborder en même temps que le sujet de l'expatriation, parce que c'est quelque chose qui va intéresser les gens qui nous regardent d'habitude, la fiscalité. Donc, de ce que quoi j'ai noté, ouais, c'est un peu ça. De ce que j'ai noté, on est à 34% le taux maximum, mais on y vient très vite parce que comme c'est un pays pauvre, forcément, vous êtes vite fait dans les braquets les plus hauts. 34% en IR et en IS. Après, voilà, la réalité du terrain, c'est que personne ne paye d'impôts. Ouais, très peu d'impôts sont collectés. Je me suis intéressé un peu à l'immobilier. En fait, tu dois payer des taxes foncières, des trucs comme ça, mais personne ne les paye en fait. Personne ne les paye. Ouais. Et c'est un peu pareil au Panama sur certains terrains. Ouais. Tu les payes au moment de vendre. Parce que Ouais. quand tu vends, là, tu es obligé de passer
Un stamp tax peut-être, Voilà. un truc d'enregistrement. Et donc, du coup, tu dois payer toutes les taxes que tu n'as pas payées avant. Mais tu n'as même pas de majoration ni quoi que ce soit. Ok. Donc, en fait, tu payes certaines taxes immobilières, des choses comme ça, au moment où tu revends ton bien. Non, mais l'agent immobilier, dans un des biens, je sais pas si tu te rappelles de la scène un peu lunaire, j'étais en train de lui expliquer ce que c'était qu'une property tax, quoi, un impôt foncier. Elle n'avait pas entendu parler. Quoi. Non, donc, non, mais tu payes des impôts quand même, mais tu les payes au moment où tu en as besoin. Et quelqu'un qui aura un business, etc., de ce que j'ai pu voir, personne paye vraiment ses impôts. J'ai discuté un peu avec des rideries, donc c'est l'équivalent du beurre là-bas. Les types, ils disent, bon, tu dois tant, tu vas voir le mec et tu payes 10%. Ouais, 5-10% du montant. Tout à fait. En fait, personne ne paye ses impôts. Donc ça, c'est aussi un point, c'est pas du conseil fiscal, mais c'est un point qui est intéressant à mentionner parce que forcément, quelqu'un qui sera en Europe, qui s'intéresserait au Venezuela, il regarde ça sur Internet, il sait pas ce qui se passe réellement. Et c'est important de savoir que dans beaucoup de ces pays problématiques, chaotiques, il y a un fossé entre ce qui est écrit dans les textes de loi et ce qui se passe concrètement sur le terrain. Il faut toujours s'associer avec un Vénézuélien parce que sinon, tu te fais... Enfin, s'associer, c'est-à-dire en avoir un dans sa poche, avoir quelqu'un autour de toi. Même dans ta boîte, si tu crées une boîte... Ah ouais. C'est préférable. Ouais, parce que ça vole quand même. Hein. Ça vole. Ah bon? Ça vole. Donc en fait, si tu as une boîte et elle appartient qu'à un étranger, t'es mort. Pour moi, t'es mort. Donc en fait, si tu as 2-3 Vénézuéliens avec toi, là, il faut qu'ils commencent à attaquer des Vénézuéliens. Donc là, c'est beaucoup plus difficile. De ce que j'ai vu, c'est quand même que tout est bien compliqué, qu'il y a beaucoup de règles qui changent facilement, du contrôle d'échange, etc. Du peu de discussions qu'on a eu avec les locaux, je vois bien que ta propriété vaut pas grand-chose, qu'on peut te la reprendre très facilement, que ta vie vaut pas grand-chose. On a eu cette discussion aussi. Comme il y a beaucoup de mecs riches là-bas qui conduisent, parce que tu demandais pour faire du vélo. Le type qui était avec nous, qui est vénézuélien, il nous a un peu déconseillé de faire du vélo parce que, surtout le soir, parce que tu te fais renverser et ta vie elle vaut $50,000 tout simplement. En fait, tout problème, un meurtre, quelque chose, ça a un prix dans ce pays. Malheureusement, c'est la réalité. Donc voilà, c'est assez bancal de ce côté-là. On va parler justement du volet suivant de cette vidéo qui est l'immobilier. Après avoir dit ça, ça donne peut-être plus envie maintenant. C'est quelque chose qui existe. Faut pas le nier non plus que ta vie a un prix dans ce genre de pays, que tes propriétés, il faut vraiment bien structurer les choses pour se protéger. L'immobilier, donc toi tu as acheté, Charlie a acheté également, donc vous avez un peu d'expérience. Tu es en train d'acheter peut-être un autre appartement pour toi. Je cherche, je prospecte. Tu peux nous parler un petit peu du marché, du prix au mètre carré? Oui, le marché, il n'y a pas de marché en fait. En fait, c'est très chaotique, bien évidemment. Tu as les agents real estate. Les agents immobiliers. Les agents immobiliers, ils te racontent un peu n'importe quoi pour te vendre tout et n'importe quoi, à n'importe quel prix. Les prix sont super gonflés, bien évidemment, quand tu es étranger. J'ai appris apparemment le coût de construction, c'est à peu près $700 le mètre carré. Ok, intéressant. Voilà, donc moi j'avais demandé des apparts à $700-800 le mètre carré, quoi. Vue mer, des choses comme ça. Donc tu trouves, il faut être très patient, il faut faire des prix d'enculé, comme on dit à Marseille, et être patient. Voilà, donc le gars te demande 200 000, tu lui proposes 120, quoi. Il va descendre peut-être à 150, tu lui fais 125 et tu peux avoir le bien comme ça. Ouais. Et il faut être patient. Pour moi, je pense que sur des niveaux on va dire entre 40 et 70 000, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui veulent acheter. Mais dès que tu passes la barre des 100 000, il y a déjà beaucoup moins d'acheteurs. Et donc du coup, le pouvoir arrive aux acheteurs. Voilà. Ouais, du coup, tu es en position de force. Voilà. Ouais. Et donc voilà, je peux te parler que de Lecheria, donc c'est quand même sympa parce que c'est côtier, donc tu as vue sur mer très très souvent. J'ai visité avec Tonio pendant la journée des apparts, donc effectivement pour quelqu'un qui aura un budget dans les $150,000, vous commencez à avoir de l'appartement presque avec 150 mètres carrés à 1000 balles du mètre carré. Ouais. Vous commencez à avoir une belle terrasse bien large, vous avez la petite plage privée, vous avez le ponton pour votre bateau, il y a carrément une petite marina adjacente à la communauté, quoi, au bâtiment, un petit terrain de semi-tennis. C'était un demi-terrain de tennis. À côté, dans la résidence à côté, il y avait 2 terrains de tennis. Des vrais terrains de tennis, ouais. Mais voilà, vous avez le terrain de tennis. C'est quand même un standing de vie qui est pas trop mal. Ouais, pour 150 000 ou 200 000 dollars, t'as 150, 200 mètres carrés, quoi. Vue mer, comme on a là. Ta plage privée en bas.
pour attacher ton bateau si besoin, 1 ou 2 places de parking, genre t'as pas ça, tu vois ce que je veux dire. En fait, ça compense le chaos du pays. En Ouais, fait, c'est le prix Mais du par chaos. contre, ça veut dire aussi que dans la résidence, tu vas avoir des coupures d'eau, tu vas avoir des coupures d'électricité. Donc c'est bien qu'il y ait une plante, Ouais, un générateur, un générateur. un Ouais. générateur d'appoint, des choses comme ça. Donc voilà, ça marche pas tout bien. Les mecs, ils payent pas les charges du condominium. Donc il y a le condominium, moi j'en ai visité pas mal. Il y en a qui a été, je sais pas, mais il y avait peut-être 100 appartes. Il y avait peut-être 15 appartes occupés, le reste n'était pas occupé. C'est des mecs qui viennent là que pour le week-end, des choses comme ça. Il y en a qui payent pas les charges du condominium. Donc si le condominium est en train de se casser la gueule, tu le vois. Donc ça veut dire qui va payer ça? Si ça paye pas, les trucs commencent à tomber, les ascenseurs marchent moins bien. Donc c'est pas tout est pas Tout nickel. n'est pas rose. Voilà. Le chaos est pricé en fait. Ouais, voilà. Ça peut paraître pas cher parce que voilà, il y a aussi C'est du chaos. En contrebalance des On m'a problèmes. dit, on parlait du Moro tout à l'heure, qui Ouais. est l'endroit qui est le plus sympa pour moi. Il me disait, si tu vas en haut, c'est sûr que tu n'as pas d'électricité et de l'eau, quoi. Très fréquemment, ok. parce que c'est beaucoup trop loin. Les canalisations ont été mal faites, les câbles n'ont pas été assez bien isolés, etc. Donc, vaut mieux que tu sois dans la partie du bas. La partie du bas, ça chie pas. Et il vaut mieux que ce condominium parce que là, tu as Ouais, des plantes on en a électriques. vu, ils ont été construits presque dans les mêmes années et ça n'avait rien à voir aussi en maintenance. tenue. Enfin, il faut vraiment faire attention. Bon, comme dans toutes les villes en fait, une tour ne vaut pas une autre, même si elles sont côte à côte. Hein. Ah, bon, après, tu te sens, tu as ta plage privée, Ouais, non, tu vas faire ton ça petit reste paddle cool, le ça reste matin. cool. Je pense que ça peut intéresser des gens. Ouais, moi, ça parce que m'intéresse, ça m'intéresse. 150 000 balles, qu'est-ce que tu as dans le reste du monde hein. Non. Et je pense que c'est quand même assez imbattable là, pour le coup. Et les prix ont monté, hein. C'était beaucoup moins cher. C'était avant. beaucoup moins cher. Ouais. Et après, voilà, c'est extrêmement négociable. Il y a beaucoup de gens qui sont épuisés, qui veulent juste se barrer. Donc, Oui. je pense qu'il y a des coups de fusil à faire. Celui qui serait un petit peu tranquille, pas pressé d'acheter, qui se met bien de cheville avec plusieurs agents immobiliers, tu dois pouvoir avoir des coups qui te viennent à toi ou tu dois pouvoir faire des coups de fusil absolument incroyables. C'est ce que je vais essayer de faire. Parce que là, de ce que j'ai pu voir dans les prix au mètre carré, on était entre 700, 800 jusqu'à 2000 $. Mais je pense que tu dois pouvoir faire des coups encore mieux Oui. si t'es patient. Si t'es à patient fait. et quelqu'un qui est vraiment à la gorge. Je pense pas qu'il faut passer la barre des 1000 $ à l'heure actuelle au Ouais. Venezuela, peut-être en général, mais en tout cas, les Chérias, c'est sûr. Pas de plus de 1000 $, tu te fais avoir. Pour moi, tu te fais avoir. Pour résumer, là en ce moment, tu es en train de faire le cobaye sur l'immobilier. Tu es en train d'essuyer un peu les plates, d'essayer de voir comment tout fonctionne au niveau de la propriété, etc. Mais je sais déjà que tu vas lancer un service normalement dans les mois qui viendront l'année prochaine. Si tout se passe bien, ouais, je pense qu'il y a beaucoup de Français qui sont déjà barrés de France, ça va s'amplifier le phénomène, je pense, et qui veulent retrouver du pouvoir d'achat, et une vie un peu plus agréable. Donc je pense que les Chérias, ça peut correspondre. Ça peut correspondre. Ouais, c'est vrai qu'un retraité qui sera en France, c'est le jour et la nuit. quoi. ouais, il y retrouverait du plaisir, du confort de vie et ouais, du pouvoir d'achat, c'est sûr. Des Vénézuéliennes aussi, il faut pas l'oublier. C'est vrai. Et ouais, donc du coup, j'essuie les plâtres, voilà, donc il faut tel visa, il faut pas tel visa, il faut la cédula, il faut pas la cédula, tel contact. Tu commences à avoir pas mal de contacts aussi. Ouais, dans l'administration, dans la police aussi. Voilà, donc je commence à connaître un peu le marché immobilier, en tout cas sur les Chérias. Donc voilà, donc si ça fonctionne pour moi, c'est comme ça que j'ai fait toute ma vie, toute ma carrière Il a toujours été très éthique et il n'envoie pas les gens au casse-pipe. Voilà, donc c'est pour ça, là, pour l'instant, il n'y a rien, mais quand ça sera voilà. prêt. Donc si ça marche pour moi et que ça peut marcher pour d'autres, je le partagerai bien évidemment. Quoi. Ok, donc de toute façon, je mettrai le Twitter juste en dessous en description d'Antoine et tu feras un communiqué, j'imagine. Ouais, ça et sera puis si prêt. vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire sur Twitter ou à me suivre sur Twitter parce que je communiquerai aussi sur Twitter. Top. Quelles sont pour toi les perspectives de faire un investissement là-bas? Qu'est-ce que tu vois en fait? Donc là, on a compris le côté lifestyle, le côté retrouver du pouvoir d'achat, c'est sympa, douce vie, la mer, etc. Est-ce que pour toi, il va y avoir un upside également en termes d'appréciation des biens que tu es en train d'acheter? Je pense que si je voyais le pays s'effondrer, je mettrais pas de l'argent là-bas. En sachant que le bien immobilier que je vais acheter, c'est un bien immobilier plaisir. D'accord? Donc je prends le risque, si le pays s'effondre, comme il s'est effondré dans le passé, de perdre mon investissement, je le prends. Mais je pense pas. Donc le monde est en train de changer. L'Europe, l'Occident, les États-Unis. Le Rosuela. Le Rosuela, le URSS, comme je dis, est en train de tomber, si tu veux. Donc le monde est en train de bouger. Les pôles sont en train de s'inverser. Voilà, donc on va vers des BRICS. Les BRICS, c'est la Russie, c'est la Chine, etc. Et donc c'est le Venezuela. Les Américains vont manquer de pétrole, la France, enfin l'Europe aussi. Et donc le pétrole du Venezuela va intéresser. Donc les sanctions devraient être levées. Déjà, la semaine où on y était, il y a quelques sanctions qu'on... Ouais, mais pour l'instant, ça démarre, si tu veux. Faut que ça se diffuse dans l'ensemble de la société. Mais si c'est le cas, on va pas retrouver le Venezuela d'il y a 10 ans, parce que si tu veux, le Venezuela, il était là. Aujourd'hui, il est là. Si tu veux. Donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait ça, quoi. Ouais, là, il a repris un petit peu là. Ouais, mais il a repris ça, si tu veux, par rapport à ce qu'il était avant. Donc, je pense pas qu'il retourne là avant de nombreuses
nombreuses années. Il faudrait vraiment nettoyer le pays. Mais il peut faire un jump extraordinaire, quoi. Donc, un appart, vue mer, plage privée, pour attacher ton bateau à 200 000 $, si ça va bien, ça vaut 1 million, quoi. Voilà. Donc, c'est aussi un investissement sur le futur. Je sais pas si ça remontera à 1 million, j'ai pas envie mais sûrement 400 000 500 000, ouais, possiblement. C'est possible, ça, c'est possible. Et d'ailleurs, il y a déjà pas mal qui flairent ça, hein. Le nombre de Libanais, de Chinois et de Russes qui sont là-bas, ils sont déjà sur place. Donc il y a possiblement quelque chose, effectivement. Pour quelqu'un qui serait suffisamment aventurier, qui n'aurait pas trop peur du chaos, il y a un upside possible. Tout à fait. Tu fais de l'argent dans les situations très difficiles et quand tu achètes à ce moment-là. Mais par contre, il faut prendre du risque. Et voilà. Bien sûr. Et ça, c'est toujours le truc des gens qui disent « Ah, j'ai investi il y a 20 ans là-bas, mais il y a 20 ans, personne ne voulait le faire. » Tu vois. Et là, ça pourrait être maintenant au Venezuela. Alors, c'est un pari. Je dis même que je suis peut-être un peu en retard. Toi, tu es même en retard, je pense. D'un ou 2 ans? C'était 3-4 ans. Il y a 3-4 ans, c'était vraiment le baba. Parce que l'appart à 150 000, tu pouvais peut-être le toucher à 40-50. À ce point-là? Ouais. Ah ouais, ok. Pour moi, ça bouge quand même positivement de voir tous ces capitaux étrangers qui sont là-bas, les Russes, etc. C'est positif. Un des apparts que j'ai visité je faisait 180 000, je crois. Je veux dire, avant le chaos, il se vendait dans les 400 000, quoi. Voilà. Et pendant le chaos, il s'est vendu peut-être à 100 000 ou 80 000. Voilà, donc il y a de l'upside possible. La valeur des choses, c'est vraiment dans un contexte qu'il faut l'appréhender. Alors, si vous avez des couilles, comme Antoine, vous allez au Vénèze. Si vous n'en avez pas, vous restez au Panama comme moi. C'est presque le résumé. Non, si on doit conclure un petit peu cette interview, je pense que pour moi, dans ma configuration, à mon niveau de business, de richesse, ça ferait pas sens. Je suis pas assez aventurier pour aller faire ça. Je pense que pour moi, ça sera juste une option pour faire un peu du bateau avec vous, faire les cons un week-end de temps en temps. Par contre, j'entends bien que pour certains profils, ça fait totalement sens. Pour des gens qui vont être plus jeunes, plus aventuriers, ou des gens qui veulent retrouver du pouvoir d'achat, un peu d'aventure, etc. Avec de l'upside possible, hein, comme on vient de le dire, potentiel plus-value qui peuvent être intéressants si le pays repart dans un meilleur sens. Tout simplement, peut-être un changement de politique aussi, hein. On a vu Bukele au Salvador, ça a tourné le pays. Là, on a Milei en Argentine qui est passé. On avait fait la prédiction dans une interview. C'est pareil, potentiellement, ça va changer l'Argentine. Donc, on verra. Mais potentiellement, ça peut suivre le chemin de Bukele. Voilà, un changement de politique, que l'impulsion, les sanctions soient levées, etc. Voilà, ça peut être sympa. Et comme tu l'as dit, l'Occident va manquer de pétrole, donc peut-être qu'ils vont remettre un peu en route les extractions de pétrole au Venezuela qui sont au ralenti. Enfin, tout ça, ça va emmener des expats, donc des gens qui vont avoir besoin de beaux appartements comme ça, donc le locatif peut être intéressant. Enfin, voilà, c'est un pari long terme. Il faut avoir des coronesses en acier. Tu les as, je les ai plus. Je les ai plus pour ce genre de truc là. Enfin, c'est pas que j'aime pas être en dehors des sentiers battus. Tu vois, je suis capable d'aller en Biélorussie, je suis capable d'aller au fin fond de l'Ouzbékistan. C'est juste que pour investir, j'ai pas envie de maux de tête, si tu veux. Donc c'est ça mon truc. Peut-être ça changera quand je vieillirai et que j'aurai plus tous mes business, etc. Mais voilà un petit peu la conclusion. En tout cas, on se refera sûrement une interview retour dans le futur. Et puis on parlera également Caracas, etc. ou d'autres sujets. On a plein d'autres choses qu'on peut aborder sur la chaîne. Merci vraiment d'avoir pris le temps de faire cette interview. Merci à toi. Toujours un plaisir de venir ici. Pareil, également toujours pas mal de valeur qui est partagée. Oui. Et puis ceux qui veulent te retrouver, encore une fois, on mettra le lien de son Twitter juste en dessous en description. N'hésitez pas à le suivre et à également lui écrire si vous aviez des questions sur le Venezuela. Je mettrai également des liens vers mes formations pour ceux qui seraient intéressés par le fait soit de lancer des business, soit de s'expatrier, juste en dessous en description. Et puis n'oubliez pas les pouces vers le haut, les commentaires et de vous abonner à la chaîne pour me motiver à faire toujours plus de vidéos. Je pense que c'est tout. Parfait. Merci à vous, à bientôt. Ciao, ciao. Bye bye tout le monde.